honey. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Alors racontez-nous comment est-ce J'ai l'impression de me rappeler de où j'ai acheté chaque disque et que ça me rappelle du coup chaque moment, c'est comme des identificateurs, des pierres, des petites pierres que je range dans ma discothèque et en fait c'est des souvenirs que je ressors à chaque fois de là où j'ai acheté, de pourquoi. Ça me sert beaucoup à ça en fait, à stocker mes souvenirs. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, un gars voulait acheter un disque de Baron Rétif et Conception Pérez qu'on a sur notre label et la platine ne marchait pas et je lui dis attends on va trouver un moyen. Il fait non justement c'est bien, je te fais confiance et puis en plus ça va donner l'histoire après je vais l'écouter. Tu vois, donc. Il y a un phénomène il y a un phénomène, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un phénomène je pense que c'est un peu un rejet conjoncturel des gens qui en ont marre finalement du digital parce que tu te retrouves avec ton Mac, avec des gigas de musique que tu n'écoutes même pas en fait. Donc ça redonne une valeur un peu sacrée à la musique, donc quand tu as des artistes dont tu es vraiment fan, je trouve que c'est chouette. La problématique qui est liée à l'objet, ça marie quand même un vinyle, le format on va dire esthétique d'un visuel qu'on peut présenter et qu'on est content d'avoir chez soi. Quand on achète du digital, on a le son en MP3 sur son iPhone ou autre. On présente un graphiste aussi sur chaque œuvre, il y a vraiment l'aspect visuel, simplement le fait d'avoir une jolie pochette 30 par 30, ça fait toujours plus d'effet que d'avoir un JPEG pété sur son ordinateur. Et puis aussi tout le réseau de boutiques de disques qu'il y a même dans le monde entier, où effectivement il y a ce côté quand même de conseiller, c'est quand même une vraie consommation alternative de musique actuellement, et les boutiques sont quand même assez dynamiques. Il y a ce côté un peu où tu pouvais rencontrer des gens, parler, échanger, dire tiens t'as vu ce qui sort, puis quand t'arrives, le disquaire il te reconnaît, il te dit ah, mais tiens je t'ai gardé une pile, écoute ça, c'est bien, bon après ils voulaient nous les vendre, ça c'est sûr. Mais ça a donné un côté, je trouvais, où t'allais à la source quoi. Et chercher la source aujourd'hui, moi je trouve ça important. Il faut vraiment faire l'effort d'aller dans un magasin, de parler au vendeur, de connaître le vendeur. En plus, il y a plein de disquaires qui sont super arrogants parfois, des mecs qui te prennent un peu de haut. Et ça fait partie un peu du rituel du truc. Tu vois, quand t'arrives, t'es minot, t'as 15-16 ans, tu vas dans un magasin de scud de rap à New York, t'es hyper impressionné quoi. Et en même temps, je trouve que ça fait partie d'un rituel qui est assez beau quoi. Le rituel du disquaire, c'est aussi de discuter avec la personne qui est au comptoir. C'est ça qui fait aussi partie du rituel justement quoi. C'est pas juste le fait d'aller jusqu'au magasin de disques, etc. D'entrer dans Amoeba qui est un disquaire légendaire en fait qu'on voit sur la pochette de l'album le plus connu de DJ Shadow et tout ça. Ça représente aussi toute une époque. Mais c'était assez impressionnant en fait de rentrer dedans parce que déjà le truc c'est un supermarché du vinyle quoi. Vraiment j'ai jamais revu ça d'ailleurs, je pense après. Je me dis quand on va aux États-Unis, quand on va à Amiba ou les magasins comme ça, la première fois que j'étais là-bas, j'ai dû sortir, quoi. Ça me tournait la tête, je suis rentré dans le truc. C'était un supermarché avec que des vinyles, je fais là. Je suis sorti, j'ai respiré, puis je suis parti 2 jours dedans, quoi. Parce que effectivement dans les supermarchés, on trouve pas de vinyle, même dans les rayons de la Fnac, c'est pas la joie. Hein. J'étais l'autre fois là, à la Fnac des Champs-Élysées, j'ai halluciné. Avant, il y avait un compartiment en gros par style de musique. Alors, il y a toute la musique dans un seul compartiment et que des housses d'iPad. C'est un peu bizarre. Donc, du coup, les rayons musique, ils sont complètement entassés de trucs. Plus personne ne considère que vendre des disques quand tu passes comme ça, il y a un intérêt commercial en fait. Je pense que, à part vendre le top 10, c'est pas intéressant. Du coup, si la Fnac vous disait on aimerait bien voir le vinyle concrète. Moi je sais pas, mais bien sûr. Bah moi je pense que ça doit être partagé la musique. Hein. Non mais l'important c'est de vendre ta musique, donc moi je m'en fous. Hein, même je t'avouerais que même si Carrefour ils me disent on a envie de vendre vos disques,
Mais je me dis, bah, si genre il y a une demande à Carrefour pour vendre des disques, je le fais quoi. Ah ouais, non, mais ouais, c'est non mais sincèrement, c'est un pas... tiers mondain, 2 tiers mondain. Avant, quand j'étais jeune, moi, non mais quand j'étais jeune, j'ai acheté des disques chez Carrefour quoi, tu vois. Et il y avait des bons trucs. Non mais tu vois, il y avait des bons trucs. En fait, à l'époque, il y avait une démarche d'aller chercher sa culture. Et la culture te coûtait en temps, en argent, en bien-être, en plein de choses. C'est-à-dire que tu te privais de bouffer pour aller chercher un scud. Il y a plein de choses. Au jour d'aujourd'hui, tu cliques sur internet, tu as tout ce que tu veux au portée de la main et tout ça. Je n'ai rien contre le modernisme, c'est pas le souci. Je bosse sur Serato maintenant, donc voilà. Il y a 25 disques qui sortent par jour, enfin 1000 disques qui sortent par jour. C'est cool. Et que les disquaires sont là pour avoir des filtres à ça. Après, t'as la nostalgie qui parle. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est difficile. Enfin, moi, j'avais ce truc où je pensais que genre la boutique était vraiment genre disquaire, c'était là où je venais pour les disques et c'était genre ça. Et voilà, il y avait cette espèce d'exclusivité. Mais là, t'as de la musique partout, quoi. Tu peux découvrir la musique tout le temps, n'importe où, n'importe comment. C'est ça qui fait que le disquaire, il est un peu plus marginal qu'avant, quoi. Quand c'était ton seul point de connexion avec la nouveauté musicale, t'avais pas le choix. Donc forcément, il y a 15 ans, ouais, quand t'avais pas internet, t'étais obligé quoi. Donc aujourd'hui, moi je fais moins l'effort d'aller découvrir des trucs chez des disquaires parce que je vais sur Spotify, sur SoundCloud, sur YouTube, sur Bandcamp et je suis pas sûr que la réalité des disquaires aujourd'hui soit très reluisante, enfin, que la situation économique soit bonne pour eux quoi. ouais. J'espère Mais je crois pas que aussi tu t'achètes aujourd'hui comme t'achetais il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. D'avoir une bonne relation avec genre par exemple avec le vendeur, que ça se passe bien parce que tu sais qu'il va pouvoir te recommander des choses, tu sais que tu vas trouver une chose là que tu trouveras pas ailleurs et voilà, personne pourra mettre la main dessus. Là aujourd'hui c'est plus t'as le digital, très bien, tu veux faire un petit plus pour l'artiste et pour le label, et bah tu vas acheter le physique. Je pense que ça marche comme ça. Pour moi, qui n'ai jamais acheté de vinyle, qui à l'époque où Orgasmic était acheté toutes les semaines, faisait le tour des disquaires à Châtelet, etc. Et allait acheter toutes les nouveautés. Sortait avec des trucs comme ça, il se trimballait son sac, il tournait, c'était infernal, etc. Moi à l'époque j'étais loin de tout ça. Et au moment où j'ai commencé à être DJ, c'est-à-dire vers 2008, c'était déjà le digital et j'avais déjà fait mes courses sur Beatport. Et pour moi, j'ai l'impression que ma vie est beaucoup plus simple que celle de DJ Orgasmic à l'époque. C'est clair. J'ai jamais eu de platine vinyle chez moi. J'ai le souvenir de disques qui sautent en concert parce que nous on sautait partout et c'est vrai que je pense qu'il s'est jamais passé un concert sans que ça saute au moins une fois dans le show. C'est très instable. C'est très instable. Donc et puis le branchement, les trucs, le matériel, le rumble, les heures passées à faire des soundchecks, à faire des balances pour qu'il n'y ait pas de rumble sur les trucs, mais c'était... Je suis bien content de ne pas avoir ces problèmes-là aujourd'hui. Il y a une chose importante aussi, c'est quand tu achètes un MP3 sur Beatport, tu achètes un morceau, et nous on vend pas des morceaux séparés. On vend par exemple le prochain qui sort, c'est Antigone, c'est un vrai concept sur 3 morceaux. Il y a le visuel qui a été aussi travaillé par lui, qui fait partie aussi, tout un concept en fait, le visuel et compagnie. Donc ça nous est chier que les gens achètent juste un morceau qui soit sorti du contexte. On veut vraiment que les gens achètent vraiment tout le projet, concrète, musique, avec les morceaux et toute la vision de l'artiste en fait. Un maxi avec 2 titres, tu vois, t'as 8 minutes de musique, tu retournes le truc, hop, tu passes à autre chose. Je sais pas, moi j'écoute plus mes maxi par exemple, tu vois, donc maxi vinyle, j'en ai des caisses et des caisses chez moi. C'est des trucs que j'écoute. Par contre, des albums, donc là aujourd'hui, tu vois, je vais plus vers ça. C'est-à-dire, pour des albums qui sont l'aboutissement d'un long travail, faire un beau LP, ça a du sens pour moi. Bah, c'est vraiment. Ouais, je pense que c'est de continuer à faire des beaux objets. J'en parlais encore hier avec un mec qui me disait que ça ne servait plus à rien de faire du vinyle, mais je pense que je défends toujours le truc et que c'était ça la base. Déjà à l'époque où on a commencé le label, ça s'écroulait un peu. Je pense que maintenant ça revient, ça repart. Donc c'était ça, l'idée, faire des beaux objets avec de la musique à peu près nouvelle. Oui, pour moi c'est évident, j'ai l'impression qu'un disque existe vraiment quand il est en vinyle, ça c'est peut-être mon côté vieillot, mais en tout cas je considère qu'un disque est sorti quand j'ai un objet, que j'ai l'objet dans les mains.
Et puis le vinyle, oui, c'est important pour moi dès le début. Ouais. Et puis nous, c'est vrai que traditionnellement, forcément, donc c'était une autre époque puisque ça reste le début, milieu des années 90, donc il n'y avait peut-être pas la même problématique qu'il y a à l'heure actuelle, mais c'était aussi lié à la musique que les groupes qu'on avait faisaient, donc le dub forcément, le dubplate c'est un peu compliqué de faire du dub, traditionnellement sans vinyle. Nous surtout sur Concrète, on était... le label c'est un peu une prolongation de ce qu'on fait avec les événements, donc ça nous semblait logique de pousser la musique qu'on aime par rapport aux événements et de la pousser par rapport à un label, pousser les artistes qui viennent mixer chez nous également sous forme de morceaux. Ouais, mais je crois que nous c'était pareil un peu, on a commencé par l'événementiel, un blog, et puis après tu rencontres des gens, des artistes, et du coup tu as envie de les aider en prod et de les accompagner, quoi. Donc, du coup, c'est ce qui nous a poussé à lancer le truc comme ça. Moi, nous aussi, c'était un format qui nous attirait. Le vinyle, on a toujours voulu en faire. Après, c'est vrai que ça avait un coût, donc ça, c'était pas une priorité. Enfin, c'était une priorité, mais c'était pas une nécessité au début, parce qu'il fallait d'abord produire de la musique et l'avoir sur des plateformes. On n'avait pas forcément les moyens de faire du vinyle au départ. Après, dans la mouvance de ce que devenait la musique électronique, enfin de ce que redevenait la musique électronique, c'est-à-dire très attaché au support et très attaché à l'objet, quoi. C'était une évidence, mais bon, c'est pas. Et plus ça va, plus on se penche vers le vinyle. On monte un autre label, la sub-label qui sera uniquement vinyle. Et voilà, donc on continue, nous, et le vinyle, même si ça coûte cher quand même pour l'amour du support, on continue. Pour nous, c'est l'occasion de lancer de nouveaux projets d'Orgasmic au sein de San Pellegrino, qui est Expect No Less, qui est un sous-label de San Pellegrino dédié au vinyle, des sorties vinyle uniquement, pressées en très petite quantité, et la musique, l'orientation musicale de ce label, c'est des tools pour DJ, quoi, vraiment des morceaux très très épurés qui sont faits pour être mixés avec d'autres morceaux et qui n'ont pas d'existence hors d'un mix. Mais sont vraiment des tools pour DJ. J'achète des vinyles mais sur internet en fait. Mais oui, c'est. Mais le feeling est le même d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. C'est deux expériences différentes et le côté exclusif du vinyle me séduit et j'aimerais bien réussir à trouver. Moi je suis plutôt le gars branché digital dans San Pellegrino et je me suis toujours posé la question, comment recréer le feeling du white label, c'est-à-dire de cette espèce de vinyle pressé à très très peu d'exemplaires par les labels eux-mêmes et par les artistes eux-mêmes dans certains cas. Donc tout ce truc issu de la culture jamaïcaine, de la dubplate, qui est extrêmement exclusif et qui est extrêmement rare, et quand il n'y en a plus, on n'en represse plus, et c'est un truc un petit peu secret. Comment recréer ce feeling avec du digital ? Et ça c'est super intéressant pour moi. Comment recréer ce truc de quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors avec le digital, il n'y en a jamais plus.